Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre dans la ferme la plus verticale de France, j'ai nommé le quartier d'affaires de La Défense à Paris. Je suis partie à la rencontre de Valérie Leroy, directrice du Salon international de l'agriculture. Pour beaucoup d'entre nous, qu'on soit agriculteur ou qu'on fasse partie du grand public, le salon fait partie des temps forts de l'année. Il est synonyme de rencontres, de découvertes et de moments de convivialité. J'étais donc ravie de rencontrer Valérie pour discuter avec elle de ce sujet. Vous l'entendrez, Valérie est passionnée par son métier. Comme elle le dit, elle est piquée au salon. Et pour cause. Voilà maintenant 15 ans qu'elle travaille à son organisation et à l'entendre, ce n'est pas près de s'arrêter. Elle nous raconte les coulisses de ce salon qui rassemble près d'1% de la population française. Comment s'organise un tel événement ? Comment ont-ils géré la fermeture précipitée de la dernière édition en 2020 pour cause de Covid ? Ou encore, pourquoi l'ensemble de la classe politique se presse chaque année au portillon ? Et puis surtout, elle répond à la question auquel on attend tous la réponse. Le salon de l'agriculture 2022 aura-t-il bien lieu ? Bonne écoute ! Bonjour Valérie. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir ici dans vos locaux. Je suis vraiment très contente d'être là. Je vous le disais, c'est un peu passion salon. Pour moi, j'y suis tous les ans, sauf l'année dernière. C'est un rituel, donc merci beaucoup pour votre accueil. Je vous en prie, avec plaisir. Alors pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer où c'est qu'on est actuellement ? Alors, nous sommes dans les locaux de la société Comexposium, qui est une société organisatrice d'événements et de salons. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on est le 3e organisateur au niveau mondial. Et on organise entre 130 et 140 salons et événements, dont le salon de l'agriculture. Donc ici, vous êtes plus spécialement au 7e étage de l'immeuble, sur le plateau du pôle agricole dans lequel on gère le salon de l'agriculture et le concours général agricole. Donc on a fait un petit tour tout à l'heure dans les bureaux, ça n'a absolument rien d'extraordinaire. On est bien loin de l'ambiance du salon de l'agriculture, mais bon, c'est là qu'on travaille quand même toute l'année. Donc voilà où on est pour vous donner un ordre d'idée. Et alors moi, comment je suis arrivée là-dedans ? Moi, je suis un pur produit des salons et de l'événementiel et je suis arrivée il y a 15 ans déjà pour prendre en charge la communication et l'événementiel du pôle agricole qui comportait à l'époque le salon de l'agriculture, le concours général agricole, le CIMA, qui est un peu que moi j'appelle le mondial de l'auto du tracteur, parce qu'on y voit des machines extraordinaires, absolument extraordinaires. Le CITEVI, qui est un salon d'équipement pour les viticulteurs, qui a lieu à Montpellier. Et puis, voilà, je me suis occupée de la communication et des événements pendant 8-9 ans de tous ces salons. Et ensuite, j'ai pris la direction, il y a 5 ans, du salon de l'agriculture, salon international de l'agriculture et du concours général agricole. Et donc voilà. Chez Comexposium, parce qu'on comprenne bien, j'ai vu que le salon de l'agriculture en fait appartenait au Ceneca, le Centre national des expositions et des concours agricoles, et il délègue en fait l'organisation à Comexposium, là où vous êtes directrice. Exactement, parce qu'en fait, il y a 2 catégories de salons. Alors, c'est pas du tout propre à Comexposium, hein, ça existe chez tous nos concurrents néanmoins amis. Soit l'organisateur possède et est propriétaire du salon ou de l'événement, soit il l'organise pour le compte de professionnels ou d'une fédération ou d'un syndicat, etc. Donc nous, dans le cadre du Salon international de l'agriculture, on est mandaté par le Ceneca, effectivement. Le Ceneca étant une société qui est composée des grands acteurs du secteur agricole. Donc on y retrouve la FNSEA, on y retrouve la MSA, le Crédit Agricole, les JA, etc. La PCA aussi. Donc ça veut dire que je dirais les professionnels et ceux qui font l'agriculture possèdent leur propre salon. Et se sont dit en 1986, ça devient difficile de l'organiser nous-mêmes, donc on va le confier à un spécialiste de l'événementiel et du salon, qui était Comexposium. Et puis c'est original parce qu'on est en plein cœur de la Défense. Oui, avec pas beaucoup de verre,
Mais voilà, je crois que là-dessus, on n'a pas trop le choix. Et alors, donc, vous le disiez, vous travaillez comme Exposium depuis 15 ans, enfin pour le Salon de l'Agriculture depuis 15 ans. Ça a été quoi le déclic pour vous? Vous m'avez dit tout à l'heure, quand on est piqué au Salon de l'Agriculture, on peut plus s'en sortir. Ça a été quoi le déclic au démarrage? Si je me souviens du premier salon que j'ai fait, je pense que j'ai trouvé ça tellement ahurissant comme expérience. Je me souviens avoir rencontré la même journée dans le service de presse, par exemple, une Geneviève de Fontenay qui était de passage et qui venait de recevoir un œuf et qui pleurait parce qu'elle en avait partout. Ensuite, dans le même endroit, 5 minutes après, est arrivé José Bové qui faisait un point presse. Quand on sort, on croise une autre personne, un autre people, entre guillemets, si je puis dire. Et en même temps, le gros du boulot, il se fait avec les éleveurs, il se fait avec les agriculteurs. Et voilà, j'ai trouvé... Pour quelqu'un qui travaille dans l'événementiel, en tout cas, qui aime le terrain et les imprévus, il faut quand même le dire, parce qu'une journée au SIA, il n'y a quand même pas beaucoup de choses prévues, voilà, y compris quelquefois les visites politiques qui ne sont pas aux heures prévues, etc. Mais pour quelqu'un qui aime tout ça, c'est vrai que le salon de l'Agri, c'est un salon du vivant, c'est-à-dire que le soir, à 19h, quand il ferme ou qu'il est censé fermer, on ne ferme pas la porte en s'en allant jusqu'au lendemain, puisque salon du vivant égale une vie 24/24, quoi. Et alors justement, pour parler du salon, déjà je vais vous poser la question pour ne pas laisser en suspense nos auditeurs trop longtemps. Est-ce que le salon de 2022 aura lieu? Oui, alors ça, c'est super bien de poser la question en premier. C'est pas faute de le dire, mais curieusement, en ce moment, on entend une rumeur qui dit que le salon n'aura pas lieu, ou qui dit qu'il aura lieu sans animaux, qui dit même que le salon va se déplacer de la porte de Versailles à Villepinte. Donc tout ça, c'est n'importe quoi. Ça, je peux vous le dire, puisqu'on est bien placé ici pour savoir sur quoi on travaille. Le salon de l'agriculture 2022 aura lieu. Il ouvrira le 26 février, il fermera le 6 mars. Il se tiendra à la porte de Versailles. Il y aura des animaux, il y aura le concours général agricole. Et il y aura des exposants et j'espère qu'il y aura beaucoup de visiteurs. Le salon comme on l'aime. Voilà, avec en plus certainement des politiques puisque c'est la fin de la campagne pour les présidentielles, ouais, absolument. Et alors, parce que effectivement, ça nous tient à cœur ce salon parce que c'est une véritable institution. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire ? Oui, alors, elle remonte à plus ancien que moi, mais en fait. Le concours général agricole a été créé par Napoléon en 1871. Donc, il a fait beaucoup de choses, Napoléon. Et entre autres, il s'est dit qu'en France, on avait de très beaux animaux reproducteurs. Il est allé, ou quelqu'un lui a rapporté, j'en sais rien, que le concours de Poissy des animaux, donc de Poissy dans le 78, dans les Yvelines, était spectaculaire. Donc, il a été décidé de monter un concours des plus beaux animaux reproducteurs, d'abord sur les bovins, et puis ensuite, ça s'est élargi à 7 autres espèces. Donc, on a 8 espèces animales qui sont en concours actuellement. Tout ça, c'était en 1871. Ça a grossi. Enfin, ça a traversé les années. Et puis, dans les années 60, en 63 exactement, le ministre de l'Agriculture de l'époque s'est dit que la génétique animale, c'était bien, l'excellence animale, c'était bien, mais qu'en France, il y avait aussi des terroirs, il y avait aussi des produits, il y avait toute une vie autour de l'agriculture qui est... comme chacun le sait, particulièrement importante en France, puisqu'on a tous des ancêtres agriculteurs, si ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc tout ça s'est agrégé et donc en 1963 a été créé pour la première fois un événement qui s'appelait la Semaine de l'agriculture, qui durait 12 jours et qui est devenu au fil du temps le salon international, puisqu'il y a un hall consacré aux pavillons étrangers, le salon international de l'agriculture. Et alors aujourd'hui, l'objectif du salon, c'est quoi ? Alors, je pense qu'on pourrait le résumer en disant qu'il a toujours été le même, aujourd'hui et naguère. C'est qu'il est là pour développer un message pédagogique du secteur agricole vers un secteur non agricole, c'est-à-dire on pourrait résumer maintenant peut-être... Je tente une traduction entre les activités entre guillemets rurales des agriculteurs et les urbains qui viennent visiter. Alors il n'y a pas que des urbains parce que
chaque originaire, je veux dire, de province, qui habite à Paris ou dans le Grand Île-de-France, vient au salon de l'agriculture. Donc, c'est pas quelqu'un qui est forcément très urbain ou d'origine urbaine. Mais en tout cas, la notion de passerelle entre ces deux mondes et d'explication et d'endroits où on peut dialoguer, elle existe depuis le départ. Elle existe depuis le départ, mais j'imagine que c'est un objectif qui a pris de plus en plus d'importance parce qu'on est de plus en plus d'urbains. Aujourd'hui, c'est 80% de la population française qui habite en ville. Là-dessus, vous sentez une forme de pression parfois, vous sentez que vous avez un vrai rôle à jouer sur cette connexion de plus en plus? Alors, on sent qu'on a un rôle à jouer, mais je dirais, on ne fait pas la distinction autant, comme vous venez de le faire avec la population urbaine et rurale, on le fait plutôt avec la notion de averti. C'est-à-dire qu'on voit là, dans les enquêtes qu'on fait chaque année auprès des visiteurs, je pourrais dire depuis 5-6 ans, on a des visiteurs qui sont beaucoup plus avertis que ce qu'ils étaient avant. Exemple, avant, il y a 5-6 ans, les visiteurs venaient en premier pour voir des animaux et se distraire. Bon, maintenant, évidemment, voir des animaux reste toujours une motivation importante, mais il y a aussi la dimension de l'apprentissage, d'apprendre et de dialoguer avec les agriculteurs. Et les éleveurs, par exemple, qui sont dans le hall 1, de certaines espèces qui sont en concours, nous disent régulièrement, quand on discute avec eux, que de plus en plus, ils ont des gens qui leur posent des questions très pointues, ouais, parce qu'en fait, un visiteur, qu'il soit rural ou urbain, mais un visiteur, peu importe, il vient, en moyenne, il reste une journée sur le salon, donc les 360 autres 4 jours de l'année, il est citoyen français. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il lit la presse, il écoute la radio, il regarde la télé, que sais-je, et il entend parler de plus en plus de sujets alimentaires, d'agriculture, de traçabilité, de sécurité alimentaire, etc. Donc, quand il vient au sein de l'agriculture, au lieu de dire à l'éleveur combien de fois par jour tu traites ta vache, et potentiellement, il peut le faire quand même, il peut quand même poser cette question-là, il demande comment elle est abattue, comment elle est élevée, qui fait la vente des carcasses, comment ça se passe, etc. Donc c'est une discussion qui devient, qui au fil du temps est devenue un peu plus profonde que ce qu'elle était avant. Et c'est une sortie familiale aussi, non, le salon? Je voyais que c'était 40% du public qui venait en famille. Oui, 40% du public. Et le dernier comptage, on fait tous les 3-4 ans un comptage simple des enfants. Et pour avoir une idée, et le dernier comptage, on avait 280 000 enfants quand même. Ah oui. Oui, alors il faudrait trouver une ville qui fait 280 000 personnes et s'imaginer que ces 280 000 habitants sont des enfants. Donc quand je dis enfants, c'est de 0 à 18 ans, la tranche en dessous de 18 ans. Donc pour être honnête, on a un gros paquet entre 6-12 ans. Quelques-uns, évidemment, qui sont amenés par leurs parents ou grands-parents entre 0 et 6 ans. Et au-delà entre 12 et 18, on en a moins parce que les adolescents... Globalement, les Français, ils aiment beaucoup le salon de l'agriculture. Ils viennent avec leurs parents. Quand ils sont parents eux-mêmes, ils emmènent leurs enfants. Mais quand ils sont adolescents, il y a certainement des tas d'autres choses plus intéressantes à faire que de venir au salon de l'agriculture quand on a 14 ans, quoi. Et de mon expérience terrain, j'ai l'impression que plus ça va, plus vous touchez une nouvelle cible plus jeune, urbaine, qui a envie de venir partager un moment convivial, manger des bons produits ou boire de bons produits aussi. Ça, vous le ressentez, ce côté... j'ai l'impression qu'il y a un petit côté un peu tendance à venir au salon de l'agriculture de plus en plus, notamment auprès de la population parisienne. Oui, exactement. C'est un peu... C'est un peu the place to be pendant les 9 jours. Donc, on apprend au détour des conversations qu'on a avec les uns et les autres que y a des entreprises à Paris qui font des afters sur le salon de l'agriculture. Il y a des copains qui se donnent rendez-vous. Bien sûr, il y a des éleveurs, des jeunes qui montent de je sais pas quelle, ou qui descendent d'ailleurs de je sais pas quelle province et qui donnent rendez-vous à leurs copains. Donc oui, c'est un côté... c'est intéressant que justement que ça séduise les jeunes parce qu'évidemment, il y a un renouvellement de la population visiteuse et en même temps, ça participe aussi de la pédagogie dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que aller par exemple à un atelier de dégustation des bières, c'est boire des coups entre copains, mais c'est aussi apprendre à distinguer un peu une bonne bière, une bière moins bonne, une brasserie artisanale, une façon de brasser artisanale, etc. Donc oui, c'est intéressant, on le ressent et
Et pour parler chiffres, entre guillemets, dans nos enquêtes, on était il y a 6 ans à une moyenne d'âge de 51 ans et là, on est à 47 ans. Donc, ça diminue, ça se rajeunit et le SIA, il est un peu bankable, quoi, on pourrait dire maintenant. Et alors, du coup, tout ce beau monde, chaque année, vous rassemblez presque 1% de la population française. Je crois que c'est 600 000 visiteurs sur les dernières éditions, c'est ça ? Oui, 600 000 visiteurs. Alors, la dernière, je ferai une petite exception un peu triste parce que Covid oblige, on a été amené à fermer le samedi, alors que le samedi de la fermeture quand même, mais un jour avant, alors que le dimanche est une très grosse journée. Donc, on était à 485 000 visiteurs quand même, hein. Enfin, c'est quand même pas rien, mais aussi, comme tout est surdimensionné, on se dit, oh là là, c'est pas beaucoup. Enfin, c'est quand même déjà pas mal. Mais en général, oui, on est à 600 000, aux alentours de 600 000 visiteurs. Ça fait 1% de la population française. Donc, il faut imaginer que si ces 600 000 sont un échantillon représentatif, on a une mini-France qui vient au salon. Ouais. On a des enfants, on a des vieux, on a des jeunes, des urbains, des qui travaillent, des qui travaillent pas, des grands-parents. Enfin, donc on est une représentation sociologique assez incroyable, quoi. Et tout à l'heure, quand on discutait, vous m'associez ça un peu, l'attachement des gens au salon de l'agriculture, vous l'associez à l'attachement des gens au Tour de France. Je trouve que c'est assez relevant. Mais du coup, vous, toute l'année, pour organiser ça, c'est une vraie responsabilité. Comment ça se passe, cette organisation ? Combien vous êtes et comment vous travaillez ? Alors, effectivement, je disais que l'affect et justement de ces 600 000 personnes, il se dément pas. C'est-à-dire qu'on a des taux de satisfaction et d'affection du public qui est énorme. Et je disais, vraisemblablement, les Français, ils aiment, on pourrait résumer en disant, ils aiment le salon de l'Agri et le Tour de France. Nous, tout au long de l'année, on est une vingtaine ici pour organiser le salon. À temps plein. À temps plein, et le concours général agricole, à peu près début décembre, donc le salon se tenant fin février, à peu près début décembre, on passe à une 50aine de permanents à 100%, donc pendant les 3 mois qui restent. Et puis sur le salon, enfin à partir du montage, donc le montage, le salon ouvre 9 jours et on est 21 jours sur site, pour donner un ordre d'idée. Entre le montage, le salon et le démontage jusqu'à la remise en état et l'état des lieux de sortie. Et donc, à partir du début du montage, on va crescendo et on arrive au moment de l'ouverture à plus de 2000 dans le staff, on pourrait dire, d'organisation. Et alors, une année type, comment ça se passe en se disant que ça finit une fois que le dernier salon est terminé ? Moi, j'imagine vous prenez 3 semaines de vacances. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite, parce qu'en fait, il y a énormément de choses à faire à chaud. Donc, on ferme le salon un dimanche. On a envoyé une brève à la presse pour dire le nombre de visiteurs, etc. Dans la semaine qui suit, on a des retours de chiffres de nos enquêtes, les premiers chiffres d'enquête qui ensuite seront affinés plus tard. On a un rendu budgétaire, on a des rectifications sur les entrées visiteurs. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Et on organise dans l'équipe ce qu'on appelle un bilan à chaud, c'est-à-dire qu'on se réunit pendant une journée et j'avoue un peu encore sous le coup de la fatigue, mais c'est ça aussi qui permet de ne pas enjoliver les choses, parce qu'après on se souvient plus que des choses bien. On partage tout ce qui a été bien et tout ce qui a été pas bien, et on se le liste et on se dit ça faudra jamais le refaire, ça faudrait le refaire comme ça. Ça, on avait cru que c'était vachement bien, mais en fait, il y a 15 personnes ou 150 personnes qui ont écrit sur notre hotline ou hotmail ou qui ont téléphoné, parce qu'on a aussi des gens par mail et par téléphone en direct, pour dire qu'ils n'ont rien compris, que c'était moche ou je sais pas quoi. Donc, on se fait la première liste de trucs qu'il faudrait faire mieux ou qu'il faudrait plus faire. Et puis là, on va en vacances, les vacances dont vous parliez, à ce moment-là. Et quand on revient, on bâtit la feuille de route de l'année d'après. Donc, on est à peu près au mois de mai, avril-mai. On bâtit la feuille de route, on cherche une thématique, on regarde comment on peut structurer l'espace, est-ce qu'il est bien, est-ce que l'implantation est correcte, etc., etc.
Et puis, on recommence. On recommence, ça veut dire trouver des exposants, signer des contrats. Vous avez quoi d'autre à faire? Toute la partie com, j'imagine. Alors, sur les exposants, on a un taux de fidélité qui est très important, puisqu'on a 75% à peu près chaque année des exposants qui disent qu'ils veulent revenir. Néanmoins, il y a tout le reste qu'il faut trouver. Et puis, il faut se dire peut-être que dans certains secteurs, par exemple, on a monté il y a 4 ans un secteur qui s'appelle Patrimoine et Artisanat Rural de France. On veut que des produits issus de matières agricoles, donc du bois, du chanvre, du lin, etc. Donc il faut qu'on trouve des artisans qui font ça. On ne veut pas autre chose. Donc on a quelqu'un ici, par exemple, qui source toute l'année un certain nombre de gens qu'on pourrait faire venir. Puis après, il faut les convaincre de venir, parce que la problématique pour des petits artisans et des petits producteurs, même dans le hall des régions, même ceux des Landes, d'où vous venez, c'est que 9 jours, c'est très très long, quoi. Pour une petite structure, c'est très très long. Ouais. Donc, certaines régions organisent des rotations de 3 fois 3 jours. Et puis voilà, donc il faut trouver ces exposants, il faut convaincre de revenir. Et puis sur la communication, il faut trouver la vache égérie, il faut organiser la com autour, il faut se dire que on pourrait refaire le site internet, ce qu'on est en train de faire en ce moment par exemple. Enfin, il y a toujours énormément de trucs à faire. Du coup, de l'extérieur, on pourrait se dire, bon allez, tous les ans c'est la même chose, nous les halls on les voit, grosso modo c'est toujours plus ou moins les mêmes. On peut se dire que c'est une affaire qui roule. C'est le cas ou c'est vraiment sportif d'organiser le salon de l'agriculture? Je dirais que ça roule à moitié et c'est à moitié sportif, comme ça. C'est-à-dire que en fait, c'est assez rassurant, je dirais, de se dire là, ça marche bien, on va faire un copier-coller. Et en même temps, c'est hyper stimulant de se dire tout ça, faut le refaire, donc on va le recommencer. Parce que ce qui est intéressant quand même, c'est de ne pas faire à chaque fois la même chose. Bon, faut être honnête, sur une machine aussi grosse, on ne peut pas tout changer chaque année, c'est pas possible. Mais néanmoins, depuis 4-5 ans, on a réussi de changer dans certains halls la disposition des allées, par exemple de faire des traversantes. Du coup, la perception du public n'est pas du tout la même. D'innover dans les propositions qu'on leur fait quand on arrive dans un hall animaux, où il y a des animaux. On a fait en sorte que le public tombe tout de suite sur des animaux et dans un deuxième temps sur d'autres marques, etc. Donc ça demande un travail en implantation qui est assez en dentelle. Donc je dirais que c'est pas un des plus reposants à organiser en termes de salon quand même. Puis vous avez quand même eu, vous en avez un peu parlé, mais un sacré imprévu en 2020 où il y a eu cette fermeture. Moi j'étais dans le salon le samedi quand il y a eu l'annonce, on dit il faut sortir, le salon ferme. Enfin, comment ça se passe là? Vous avez une directive de la part du ministère de l'Intérieur. Comment ça se passe dans les coulisses? Comment ça se passe? D'abord, il faut se remettre dans le contexte en se disant que nous, on se dresse chaque année une liste des risques potentiels pendant le salon. Par exemple, je dis n'importe quoi, à moitié n'importe quoi, parce que ça a pu se produire. Par exemple, une énorme tempête de neige, une grève, la grippe aviaire, que sais-je comme risque. Et on avait des risques comme chaque année. Et la dernière ligne, c'était Covid, où on savait même à peine ce que c'était. Et bon, dans les semaines avant le salon, ça a grossi. On a ouvert le salon. À partir du mardi, donc on ouvre un samedi matin. À partir du mardi, la presse a commencé à tourner en boucle sur l'épidémie galopante en Chine. On était bien loin de s'imaginer ce qui allait se passer, mais ça commençait à monter. Quand on a BFM qui tourne en boucle toute la journée, pour pas nommer cette chaîne-là uniquement, mais là-dessus, on a commencé à voir que le visitorat chutait. Et le mercredi, il y a eu une grosse rumeur de fermeture du jour même. On s'est dit, le jeudi matin, on s'est dit, c'est passé. Et le samedi, on savait qu'il y avait un conseil de surveillance au gouvernement, et donc le ministre de l'Agriculture qui était Didier Guillaume à l'époque est parti à cette réunion, je crois que c'était à 14h ou 13h, quelque chose comme ça. Il a quitté le salon pour aller à cette réunion, et son cabinet nous a envoyé un message en nous disant merci d'être disponible à 15h ou à 16h, je crois. Et donc quand il est revenu, on l'a vu, il nous a dit voilà, vous fermez immédiatement, vous évacuez le public. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit on peut pas évacuer tout le public comme ça en 1 heure. On va fermer
comme d'habitude à 19h. Par contre, on va prévenir les exposants que demain, on n'ouvrira pas et on va lancer une grande communication pour dire que le public ne vienne pas non plus. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a créé sur place dans l'équipe d'organisation une petite cellule de crise. On a checké toutes les conséquences qu'il pouvait y avoir immédiates parce que, par exemple, ça paraît idiot, mais les éleveurs, ils s'étaient organisés pour récupérer leurs animaux le dimanche soir, pas le samedi soir. Donc il fallait garder des animaux. Donc il fallait quand même laisser les halls tourner. Et en même temps, il y avait d'autres exposants, par exemple des producteurs qui étaient venus avec du matériel, enfin de la marchandise à vendre, qui disaient mais moi je laisse pas ma marchandise comme ça jusqu'au dimanche soir, donc il me faut l'autorisation, il faut que vous me donniez l'autorisation de quitter les lieux avec des paquets, des cartons, tous mes produits à l'intérieur, etc. Donc c'était au global, ça s'est très très bien passé, mais je pense que ça s'est bien passé parce que les exposants ont été extrêmement volontaires pour que ça se passe bien. C'est-à-dire qu'on était tous devant le fait accompli. Personne n'était responsable de ça. Et du coup, il y a une espèce d'élan collectif de on va faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Et le lendemain, on avait laissé, pour l'anecdote, les ouvertures du salon en l'état, c'est-à-dire qu'on avait des gardiens, on s'était dit si jamais il y a des visiteurs qui viennent, il va falloir leur expliquer, etc. Donc toutes les portes du parc étaient ouvertes et on a eu 0 visiteur qui est venu. C'est-à-dire que message reçu, la presse, et en même temps la peur commençait à monter aussi. Donc, Du coup, en tant qu'organisateur, dans ce moment-là, c'est quoi qui prédomine ? C'est de la déception parce que le salon il va pas jusqu'au bout, ou justement de se dire on a quand même fait 8 jours sur 9, on l'a échappé belle. Alors la déception elle vient après, je pense, dans les jours qui suivent. On se dit quand même on avait super bien commencé ce salon 2020, on allait vraiment vers un salon avec une bonne ambiance, avec beaucoup d'exposants, beaucoup de visiteurs. En même temps, c'était tranquille. Je pense qu'on aurait fait une édition, et je continue à croire, un an et demi après, qu'on aurait fait une très belle édition. C'est pas grave, on la fera en 2022. Mais non, sur le moment, en tant qu'organisateur, moi, le premier truc, c'était il faut que le démontage se passe bien. On l'a pas du tout prévu le samedi soir. On n'a pas les manutentionnaires, on n'a pas le personnel qu'il faut. Les exposants n'ont pas forcément envie tous de déménager, de démonter le soir, mais il faut qu'on arrive à monter ce démontage. Donc très compliqué. Et effectivement, en se disant, finalement, on est allé jusqu'au samedi soir. Tant mieux. Et vous le disiez, ça aurait pu être une belle édition. C'est quoi pour vous les critères de réussite d'un salon qui réussit ? À la fin, qu'est-ce qui fait que vous vous dites ah ouais, là on a réussi, quoi ? Alors, je pense que le premier élément, c'est l'ambiance dans laquelle ça se déroule. L'ambiance dans laquelle le salon se déroule, c'est-à-dire que quand les exposants sont contents, alors les exposants marchands, quand ils font du business, c'est le top pour eux, parce que le salon est aussi là, on disait tout à l'heure, pour faire de la pédagogie, mais aussi pour faire du business sur les exposants marchands, les producteurs des régions, etc. Donc il y a une grosse part de la réussite qui est dans l'ambiance dans laquelle ça se déroule. Bon, les manifs qu'il faut, mais pas trop, parce que le SIA, il est un lieu pour discuter de tout. Donc allons-y, discutons, mais dans le respect du public. Quand il y a des grosses manifs, quand même, le public s'en ressent et c'est pas agréable. Il y a le nombre de visiteurs aussi, faut pas se le cacher. 600 000, quand on est à 600 000, c'est des grosses journées. Faut pas être à beaucoup plus parce qu'après on est très serré peut-être, mais c'est certains exposants qui nous disent ça. Mais voilà. Et puis je dirais le dernier élément, c'est la façon dont la presse parle du salon. C'est-à-dire que on a jusqu'à il y a 4-5 ans, on avait 10-12 000 retombées presse chaque année. Ok, c'est bien d'avoir 12 000 retombées presse, mais si c'est des retombées presse qui cataloguent le secteur de l'agriculture en le décrivant comme ayant son béret et sa baguette sous le bras, ça n'a aucun sens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'en avoir éventuellement moins, mais beaucoup plus, avec des angles beaucoup plus fouillés, spécifiques, et qui présentent de manière réaliste l'agriculture d'aujourd'hui. Donc
Donc, si on a moins de retombées, mais qu'on parle de l'emploi, de la transmission, des savoir-faire, des femmes dans l'agriculture, prendre pour exemple un éleveur qui accepte de montrer son travail, etc. Là, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc, je dirais que c'est un global. Et puis, à la fin, je vous parlais tout à l'heure du bilan à chaud qu'on se fait. L'édition est réussie si on n'a pas trop de choses dans la colonne. Si vous ne tapez pas dessus. Si on n'a pas trop de choses dans la colonne à ne jamais refaire, quoi. Voilà. Très bien. Et ça m'amène à la minute économie du podcast. C'est quoi le modèle économique du salon ? Comment le salon, je ne sais pas s'il gagne de l'argent, mais à minima, rentre dans ses frais ? Alors, le modèle économique, je dirais, il est très classique comme n'importe quelle entreprise, entre guillemets, ou produit. C'est-à-dire que si on peut comparer le sien à un produit, il a des recettes et il a des engagements de dépenses, quoi. Donc, les recettes pour le salon de l'agriculture, ce sont les exposants et les visiteurs. Et les dépenses, c'est tout ce qu'on met en place. Nous, par exemple, déjà, nos salaires de l'équipe. Ensuite, la logistique qui est mise en place, la location des halls, l'infrastructure, tout ce qui est déployé pour pouvoir organiser ce salon. Vous louez le hall à Porte de Versailles. Oui, on loue tous les halls du parc, sauf un, à Viparis, qui est notre bailleur, puisque par définition, on n'est pas toute l'année à la Porte de Versailles. Donc voilà le modèle économique tel que je peux le décrire. Et les exposants, combien ils investissent en moyenne pour être au salon pendant 10 jours ? Alors, ça dépend ce qu'ils décident de construire comme stand et ce qu'ils mettent eux-mêmes comme investissement dans leur présence. Nous, on ne loue que, entre guillemets, l'espace. Par exemple, un exposant, il nous loue de l'espace. Donc, mettons qu'il nous loue 50 mètres carrés, je dis au hasard. Ça, c'est chez nous. Mais quand il va se dire, je vais mettre une enseigne en hauteur pour qu'on voit mon nom, je vais mettre de l'électricité, je vais mettre de la moquette, je vais mettre du plancher, je vais mettre de l'eau, etc. Tout ça, il le loue à Viparis. Donc, c'est pas nous c'est par notre intermédiaire. Donc, c'est sur une plateforme internet qu'on a créée, mais ce n'est pas nous le prestataire auquel il le loue. L'addition de ce qu'on appelle les prestations techniques est plus importante que l'addition de la location de la surface de l'espace. Donc, pour revenir à la question, ça dépend du type d'exposant. Par exemple, on a différentes catégories de prix. Des interprofessions, par exemple, qui ont le statut d'interprofession, ont un prix spécifique au mètre carré. Des organismes de sélection, OS, Ex-Supra, etc., ont aussi des prix spécifiques. Donc, c'est très variable. Globalement, si je mets les tout petits stands déjà équipés à part, à qui on donne clé en main une cloison standard avec un desk pour accueillir et puis un tabouret, qui sont vraiment des trucs de base, sachant que le plus petit stand au salon de l'Agri, c'est 12 mètres carrés. Les exposants nous disent eux-mêmes qu'en gros, ils investissent entre 500 et 1200 euros le mètre carré, tout compris absolument. C'est-à-dire la surface, la technique dont on parlait, mais aussi les hôtesses s'il y en a besoin sur place, le personnel en interne qu'ils ont besoin de détacher sur place, leur transport, le réassort éventuellement de produits, etc., etc. C'est pas ce que ça coûte, par exemple, pour un producteur des régions qui, lui, vient sous la coupe de sa région, peut bénéficier d'une subvention de la région, etc., etc. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué de donner un coût valable pour tout le monde, parce que ça change beaucoup selon les catégories d'exposants. Et je voulais quand même, on ne peut pas parler du salon de l'agriculture sans parler du concours général agricole, alors que les gens matérialisent bien ce que c'est les petites médailles qu'on voit or, argent ou bronze, qui sont remises pendant le salon de l'agriculture. Et en fait, je voyais que le concours général agricole, c'était la base du salon, en fait. Au début, il y avait le concours général agricole avant qu'il y ait un salon de l'agriculture, c'est ça ? Eh oui, absolument. Ouais. Donc, au début, il portait sur les animaux, et petit à petit se sont rajoutés les produits et les vins qui font vraiment la particularité française, les bons produits, les terroirs, évidemment la partie vini. Ces dernières années se sont agrégés des concours jeunes, par exemple. Donc
donc les jeunes professionnels du vin, les jeunes professionnels juges d'animaux, les jeunes de la pratique agroécologique, le trophée national des lycées agricoles, qui est super connu quand même, qui s'appelle maintenant le Trophée international des établissements agricoles, puisqu'on accueille des lycées étrangers. Donc tout ça, il faut imaginer que le SIA s'est construit autour du CGA, animaux. Il a Concours agrégé... général agricole et SIA, Salon international de l'agriculture. J'étais un peu trop vite. Donc, se sont construits, le Salon international de l'agriculture s'est construit autour du CGA. Au départ, animaux. Ensuite, sont venus les produits et les vins. Maintenant, sont les jeunes. Chaque année, pour préparer les concours jeunes, puisqu'on n'accueille que les finales, entre guillemets, à Paris, c'est 11 000 jeunes dans l'éducation agricole qui participent à des qualifications, des interdépartementaux, des interrégionaux, etc., pour pouvoir venir défendre leurs couleurs. Donc eux, ils n'ont pas la petite médaille dont vous parliez, la feuille de chêne, ce qu'on appelle la feuille de chêne, ils ont des plaques. Donc les fameuses plaques qu'on voit chez beaucoup d'éleveurs. Oui. Il m'est arrivé d'aller dans des étables avec des plaques qui remontent à 3 mètres de haut et certainement au grand-père ou à l'arrière-grand-père. Voilà. Parce qu'effectivement, sur les animaux, finalement, c'est presque un Miss France des vaches. Il y a des sélections en amont. Il faut être vraiment sélectionné pour venir au salon. Et ça récompense finalement tout un travail de génétique sur des générations, vous le disiez, pour ces éleveurs-là. Exactement. Alors, les vaches qui viennent en concours, ce sont les éleveurs qui les choisissent. C'est à l'intérieur de leurs organismes de sélection, leurs OS, qu'ils les choisissent en se disant, en général, les contingents, c'est 15. Ils ont 15 animaux à emmener. Par exemple, sur la race blonde d'Aquitaine, il y a 15 vaches qui iront au salon. Voilà. Sur combien de participants, ça doit être énorme. Enfin, le taux de sélection, il est vraiment... Alors, je dis 15 au hasard, parce que peut-être qu'ils sont 22 ou 17. Mais dans l'ordre d'idée, ouais. Dans l'ordre d'idée, c'est ça. Donc, blonde d'Aquitaine, mettons, fait venir 15 vaches en concours, les sélectionnent au niveau de la race, donc ils se réunissent entre eux. J'ai été à plusieurs sélections de races, et la dernière où on était allé, je crois que c'était l'Aubrac, et donc ils se réunissent sur une place de foirail. Les éleveurs viennent avec des animaux, et il y a des juges qui passent. Donc ça, c'est géré en interne et qui dit celle-là, 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 etc. Une fois que leurs 15 vaches sont sélectionnées, ils s'organisent pour que ce soit elles qui viennent à Paris. Et alors, ils sont sélectionnés sur une partie esthétique, l'allure de la vache, sa démarche, mais aussi sur sa performance. Par exemple, une vache laitière, combien elle va produire de lait, ou une race à viande, sa partie musculeuse. Il y a vraiment ces deux aspects-là pour aussi la rentabilité de l'éleveur et d'arriver à une race qui soit la plus efficace possible pour les éleveurs. Oui, et puis alors surtout que le concours général agricole des animaux, sa baseline, si je puis dire, c'est un concours animal des animaux reproducteurs. Donc ce qui est c'est pas un concours de beauté. D'ailleurs, chez les chiens, c'est pareil. C'est un concours dans lequel on juge l'aspect du chien, mais il y a aussi les capacités de travail. Ce sont des animaux de rente, donc c'est pas du tout. Ça se résume pas du tout à. Alors, je veux pas dire que Miss France, ça se résume à un concours de beauté, mais on a compris l'idée. Voilà, c'est largement plus large que ça. C'est-à-dire que ça prend en compte évidemment aussi des caractéristiques et des compétences des animaux. Et on peut voir la richesse du patrimoine génétique français avec toutes ces races et tous ces animaux qui sont magnifiques qu'on voit au salon. Oui, et puis par exemple, la Pinoire qui était à l'honneur il y a 5 ans maintenant, c'était une race qui était en disparition dans les années 75, et qui a été sauvée par un certain nombre d'éleveurs et qui avait très très peu de têtes en France au moment où elle a été à l'honneur. Ça l'empêche pas d'exister et d'être une race spécifique en France qui a été sauvée et qui revendique sa place parce qu'elle a aussi son travail à faire parmi les autres races, quoi. Et pour les éleveurs sélectionnés, finalement, c'est une vraie récompense. Ça récompense un travail de toute une vie, de plusieurs générations, et c'est le Graal un peu de venir au salon. C'est le Graal de venir au salon, d'avoir une vache sélectionnée. Je pense que pour eux, déjà, c'est une première étape. Ensuite, de remporter un prix,
il y en a qui pleurent alors que c'est des gros durs. Mais ça correspond aussi, je pense, à une transmission de grand-père en fils, en petit-fils. Et c'est comme ça qu'on voit quelquefois sur les rings des enfants. Vous avez déjà vu dans les concours des enfants qui mènent les animaux parce que les animaux leur appartiennent et ils participent au concours. Et donc après, dans un deuxième temps, c'est un plus commercial aussi, d'avoir une vache, par exemple, qui a été sélectionnée puis primée au concours général agricole. Ça permet des ventes pour ceux qui vendent des animaux reproducteurs. Exactement. Et pour un producteur de produits ou de vin, dans notre dernière enquête il y a 2 ans, c'est 3 ans puisque j'enlève le Covid, ils reconnaissent que ils peuvent, avec une médaille, majorer leur prix de vente de 25 à 30%. Ah oui. Sur un lot, par exemple. Ouais. Et vendre beaucoup plus, non? Parce que c'est un vrai gage de qualité vis-à-vis du grand public sur la partie produits du terroir. Absolument. Ouais, c'est très reconnu et très valorisé. Et j'aimerais passer à la dernière partie de l'entretien qui sont les enjeux pour l'avenir du salon. J'en ai vu plusieurs, vous me direz s'il y en a d'autres, si j'ai visé juste ou pas. Mais je trouve que le premier, on en a un peu parlé, c'est que vous avez un vrai rôle pour rapprocher la société des agriculteurs, puisque de temps en temps, les agriculteurs peuvent sentir un peu une certaine rupture par moment. Comment vous jouez ce rôle et surtout, est-ce que vous estimez que vous avez un rôle à jouer pour inciter les Français à aller dans les fermes et pas juste à venir une fois au salon, qui est une très belle vitrine, mais qui n'est pas la vraie vie d'une ferme finalement? Oui, c'est sûr, c'est pas la vraie vie d'une ferme, mais oui, le salon, il a un rôle indéniable, c'est-à-dire qu'en donnant la possibilité d'échanger avec des agriculteurs, des éleveurs, etc., il doit pouvoir donner envie aux gens d'en savoir plus et d'aller plus loin. Également, on peut mettre en place, nous, des actions de communication qui mettent la lumière sur des opérations comme Bienvenue à la ferme, par exemple, ou même des opérations très locales de portes ouvertes dans les fermes. Donc ça nous arrive de le faire régulièrement. Et cette année, je dirais, le revers positif de la médaille négative du Covid, c'est qu'on n'a pas eu de salon, mais on a créé la semaine de l'agriculture française et on a donné rendez-vous au public dans énormément de fermes à travers la France, puisqu'avec des partenaires, on a monté des portes ouvertes. Donc oui, il a un rôle. Si certains visiteurs n'entendent parler ou ne voient l'agriculture que pendant le salon de l'agriculture sur 1 an, je dirais que c'est pas notre mission ne serait pas atteinte si c'était ça. Donc voilà, notre but et notre enjeu, c'est de pousser les gens à tout au long de l'année rencontrer les agriculteurs. Mon deuxième enjeu que je vois, c'est sur le bien-être animal et ça m'amène à la question de l'auditeur qui est Margot, qui me dit comment le Salon international de l'agriculture appréhende-t-il la question du bien-être animal entre d'un côté la mise en valeur des meilleures pratiques d'élevage et de l'autre une vitrine un peu déroutante avec des milliers d'animaux exposés pendant plusieurs jours et qui sont enfermés. Comment, j'imagine que vous êtes de plus en plus challengé sur ces questions-là, comment vous y répondez ? Alors c'est vrai que c'est un point qui est vraiment présent dans la société dans son ensemble et donc nous on n'y échappe pas et ça fait je dirais 4-5 ans que c'est très prégnant. Donc comment on fait ? On fait au mieux et on essaye de mettre en place un certain nombre d'actions qui vont dans le sens du bien-être animal ou autant qu'on peut le faire pendant le temps où les animaux sont là. On commence à travailler avec les éleveurs, notre travail commence avec les éleveurs au moment où ils partent de leur exploitation, donc avec certaines normes à appliquer dans les bétaillères, dans les horaires de transport, les horaires d'arrivée, l'aire de débarquement des animaux sur le salon. Donc on a équipé depuis 2 ans d'un tapis qu'on a éloigné de l'entrée pour que les animaux descendent un peu en stress, puissent arriver tranquillement dans les halls. On interdit depuis 2 ans
la circulation des engins de montage le dernier jour de montage, ce qui représente quand même une organisation non négligeable pour des stands qui sont en train de finir de se monter, pour que les animaux soient tranquilles. On a élargi toutes les stalles des bovins, on a agrandi les cases à veaux et les cases à moutons. On a aussi un tapis de sol dans toutes les cases et dans toutes les stalles et les cases. La zone de douche qui est en fond de hall 1, enfin en latéral du hall 1, là où il y a les bovins, et sur un chemin qui permet aux éleveurs de détendre les vaches. Alors, j'ai conscience qu'elles ne sont pas comme dans leur champ, mais en tout cas, on met en place tous ces éléments-là. Et puis, il y a peut-être un truc que vos auditeurs ne savent pas forcément. C'est normal, puisqu'on ne communique pas dessus. Ça fait partie de notre organisation en interne, si je puis dire. C'est que tous les animaux ne restent pas pendant les 9 jours. À partir le mardi, dans la nuit du mardi au mercredi, donc on ouvre le samedi, dans la nuit du mardi au mercredi et jusqu'à la fin, on a ce qu'on appelle une rotation des animaux. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, sur les bovins, on a à peu près un tiers des bovins qui partent et donc qui est renouvelé à partir de ce jour-là. Et le troisième enjeu que je vois, vous en avez un tout petit peu parlé au démarrage, il est politique, particulièrement en 2022, à 2 mois des présidentielles. En fait, je comprends qu'avant, le salon était un rendez-vous politique incontournable parce que 2/3 des Français étaient agriculteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est moins de 1,5% de la population, je crois. Pourquoi les hommes politiques en font toujours un rendez-vous clé dans leur agenda, ce salon ? Je pense que, alors, ils en font toujours un rendez-vous clé, puis en plus, ils sont de plus en plus nombreux, parce que maintenant, on a beaucoup de membres du gouvernement qui viennent, on a beaucoup de commissions de l'Assemblée nationale, par exemple, des élus, etc. Donc, je pense que il y a le salon représente quand même une sorte de Tour de France en un lieu unique. Donc, c'est assez facile pour un homme politique. Je mets des guillemets à facile, parce que c'est pas facile pour tous, mais ils sont plus ou moins bien reçus. Voilà. Mais c'est assez facile en allant d'un point à un autre, de passer d'une région à l'autre, par exemple. Donc, et d'une problématique à une autre. On peut rencontrer les éleveurs, on traverse la passerelle on va au fond du hall 1, on traverse la passerelle, on arrive dans le hall des végétaux, on voit les céréaliers. Donc, il y a une unité de temps et de lieu qui fait que ça leur permet de rencontrer beaucoup de gens en très peu de temps. Et puis, voilà, c'est comme on parlait du Tour de France tout à l'heure, c'est comme le Tour de France, il y a énormément de journalistes. Et comme chacun sait, quand il y a beaucoup de journalistes, il y a des politiques, ou l'inverse. Il y a des politiques et il y a des journalistes, je ne sais pas. Oui. Mais en tout cas, les deux semblent étroitement liés. Et vous, en tant qu'organisateur, comment vous gérez la sécurité et les visites ? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des dispositions à prendre quand il y a pour le coup des personnalités politiques qui viennent, non ? Oui. Alors, il y a une ou deux exceptions sur Matignon, je suis plus très sûre, mais sur l'Élysée, c'est sûr. La sécurité nous échappe complètement. C'est eux qui prennent la main sur la sécurité. Par contre, toutes les autres personnalités, effectivement, c'est nous qui l'assurons. On a des équipes spécialisées pour ça, on fait des visites de reconnaissance avec les cabinets de chaque personnalité politique. On prévoit son parcours. C'est inscrit sur un plan. On a des gens de chez nous qui sont placés tout au long du parcours pour gérer un peu ce qui peut se passer. Quelquefois, il y a des petites surprises sur le passage du parcours. Et puis, on a aussi nos équipes de sécurité qui suivent avec les équipes de sécurité de la personnalité en question. Et quelquefois, d'ailleurs, qui se relaient, puisque il peut arriver que des personnalités politiques restent longtemps. Par exemple, notre président de la République, Emmanuel Macron, qui était resté quand même, je crois, qui avait battu tous les records à 14 heures. Donc, il y avait les équipes de sécurité se sont renouvelées, je dirais, à plusieurs reprises. Et je voyais que le ministre de l'Agriculture avait un bureau permanent la semaine du salon directement dans le parc des expos, c'est vrai ? Exactement. Alors ça date d'il n'y a pas super longtemps, je pense que ça date d'une dizaine d'années à peu près, où le ministre s'était créé, je pense,
au début, pour des questions de pratique, un bureau dans la mezzanine du hall 1, et puis petit à petit, son cabinet venant, etc. etc. Maintenant, il y a une mezzanine entière de plein de salles de réunion, de restauration, de bureaux, etc., qui sont réservées au ministre qui détache complètement son activité pendant la semaine du salon sur la porte de Versailles. Vous avez des contacts réguliers avec le ministre de l'Agriculture, vous lui rendez un peu des comptes sur l'organisation, etc., ou finalement pas du tout Alors, on ne rend pas compte parce que, heureusement, le salon est autonome du ministère, donc on est indépendant, mais par contre, on informe. On a des contacts avec son cabinet pour préparer un certain nombre de choses, on s'entend bien avec eux, et à partir je dirais, un mois et demi avant le salon, on se tient au courant plus régulièrement, surtout des visites protocolaires qui peuvent s'organiser pour venir voir justement le ministre et du coup dont on devrait être au courant. Et je vais passer maintenant à mes questions de fin. Ma première, c'est qu'est-ce qui vous rend vraiment fier à vous de vous investir comme ça pour l'agriculture finalement en mettant en place ce salon? Alors, ce qui me rend fière, je pense, et je pense que je peux élargir à la majorité des membres de l'équipe, c'est que on a, quand je disais tout à l'heure qu'on est picousé au salon de l'agriculture, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, et moi en l'occurrence ce qui m'intéresse, c'est d'organiser le salon de l'agriculture et le CGA et pas autre chose. Du coup, ça permet d'avoir un engagement personnel et quasiment physique à certains moments qui est très important, mais qui se fait dans la passion. Et dans le rebondissement, c'est-à-dire qu'on se dit bon alors ce truc là ça n'a pas marché, comment je vais faire que ça marche, je vais mettre de l'énergie, je vais rebondir là-dessus, voilà, donc ça je pense que c'est, et puis quand même il faut le dire, on est une équipe qui travaille pour le plus grand événement français après le Tour de France, faut le dire. Bon, ok. Tour de France, voilà. Mais donc oui, donc c'est une fierté quand même de travailler pour un événement comme ça. Et ma deuxième, c'est est-ce que vous pourriez nous donner un truc pour étaler notre science là en février 2022, le 26, quand on arrivera devant Porte de Versailles, un truc à dire à nos copains pour étaler notre culture? Alors, quand vous arriverez porte de Versailles le 26 février, vous verrez une énorme photo de la vache qui aura été choisie. Ouais, vache égérie. La vache égérie. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'on a une égérie qu'on starifie, entre guillemets, dans le respect de l'animal, mais pour être un prétexte pour faire parler du salon de l'agriculture. Donc, vous pourriez demander à vos copains, tiens, est-ce que vous savez comment cette vache X, je dis pas la race, a été choisie, et évidemment ils vous répondraient non, je ne sais pas, et vous pourriez leur dire en fait un organisme de sélection, donc une association qui défend une race, postule au salon pour être égérie l'année d'avant le salon pour lequel elle postule, et nous envoie, donc on a un cahier des charges, et elle nous envoie un peu son argumentaire, on pourrait dire son mémoire, si c'était des étudiants, en disant voilà, moi je vois l'égérie comme ça, je pense à telle vache, je pense à tel éleveur, etc. Et puis nous on réunit donc ils nous envoient ce cahier des charges avant l'ouverture du salon, on les voit pendant le salon, les uns les autres, on discute, etc. Après le salon, on se réunit, ça doit être au mois de mai ou au mois de juin. On décide de la race choisie. Pendant l'été, on va les rencontrer chez eux. On va photographier la vache, on passe du temps avec eux. Et l'année d'après, leur vache est à l'honneur. Voilà, vous pourriez raconter ça. Et alors, mais qu'est-ce qui se passe pour l'éleveur quand il a sa vache qui est sélectionnée? J'imagine que pour lui, ça doit être une tempête médiatique, non? Alors, c'est une tempête médiatique et au-delà de médiatique. Il faut s'imaginer que le salon ouvre fin février. À partir du début du mois de janvier, juste après Noël, l'éleveur consacre à peu près 2 jours par semaine à s'occuper de toute la communication qui est autour de la vache égérie. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il organise son remplacement, qu'il soit prêt, etc. Pour la petite histoire, on conseille à l'association de sa race de le doter d'un téléphone portable avec un numéro temporaire pendant le salon, parce qu'il y a tellement de gens qui appellent que c'est... Bon, des fois les numéros fuitent d'ailleurs, mais c'est vraiment une infrastructure spécifique. Donc il faut
qu'il organise un salarié qui vient avant ou quelqu'un qui vient de sa famille avant le salon et pendant qu'il est sur le salon, parce qu'on demande que l'éleveur soit là les 9 jours du salon parce que c'est un vrai boulot, quoi. Alors néanmoins, et aussi, pour la petite histoire aussi, on a constitué un espèce de club des éleveurs des dernières égéries qui témoignent pour le nouveau, D'accord. en lui disant fais gaffe, c'est une machine à laver, mais prépare comme ci, prépare comme ça, etc. Mais pour terminer l'histoire, l'éleveur qui a une vache égérie et plus largement sa race bénéficie des effets pendant plusieurs années après le salon pendant lequel il a été choisi, quoi. C'est vraiment alors là, pour le coup, c'est un booster commercial très important. Ouais, je veux bien le croire parce qu'on la voit partout. Vous avez vraiment réussi ça en termes de com. Et pourquoi c'est une vache et pas un autre animal ? Alors ça, c'est la question qu'on pose. Ça doit faire des jaloux. Qu'on pose régulièrement. Exactement. Les moutons disent pourquoi c'est pas des moutons, les chèvres. Alors c'est super simple en fait. Si on demande à un citoyen français, visiteur ou pas, on s'en fiche, mais si on demande on montre une photo de vache à un citoyen français et on lui dit ça vous fait penser à quoi, il dit salon de l'agriculture. Et si je dis à un citoyen français comment est-ce que je pourrais représenter le salon de l'agriculture, il va me répondre par une vache. Donc la vache, elle n'est pas là en tant que vache, elle est là en tant que prétexte et symbole de l'agriculture. Et par ailleurs, il faut le dire, mais bon, c'est peut-être un peu le cas pour les moutons et les chèvres aussi, il faut avouer, ou les chiens et les chats, mais il faut dire que la vache, elle bénéficie aussi d'un affect particulier. Les vaches, c'est sympa, ouais. On les voit dans nos campagnes, voilà, c'est sympa. Et nous, grâce à la vache égérie, on travaille sur un triptyque à chaque fois, c'est-à-dire le territoire dans lequel elle vit, les produits qu'elle fabrique, donc qui peuvent être de la viande ou des produits laitiers, et le travail de l'éleveur. Donc ça nous permet de parler du lieu, des produits et de l'homme. Donc c'est super important pour nous d'avoir ce triptyque-là. Mais ça n'est qu'un prétexte. L'éleveur de l'égérie est porte-parole de tous les agriculteurs et c'est pour ça qu'on travaille avec un média training, d'ailleurs avec lui avant le salon. Pour parler aux médias. Ouais. Pour être à l'aise, pour répondre et puis pour intégrer qu'il n'est pas là pour défendre que la race de sa vache, mais il est là pour parler de l'élevage en général et de l'agriculture encore plus en général. Alors, est-ce qu'on a le droit à quelques indices sur la race et la vache qui va être choisie en 2022 ? Non, je pense pas. Elle a une très jolie robe, ça on peut le dire. Et le paysage autour d'elle est très beau. Ouais. Ça va pas beaucoup nous aider. Non, ça va pas beaucoup vous aider. Mais par contre, à partir de fin octobre, si je peux me permettre de donner rendez-vous sur les réseaux sociaux, mais peut-être que vous le ferez à la fin, vous allez voir que on a densifié encore le teasing, l'espèce de petit suspense, la série à suspense qu'on fait grâce à Camille qui est là avec nous. Voilà, grâce à Camille qui est notre community manager, qui va retourner voir la vache dans la région de il faut pas le dire, pour faire quelques photos. Et donc on fait des jeux, on montre des morceaux de la vache et on ouvre des paris. Et chaque année, c'est sympa, quoi. C'est un jeu très bon enfant, c'est complètement idiot. On montre un petit bout de sabot et tout le monde dit c'est ceci, c'est ce. N'empêche qu'il y en a qui trouvent tout de suite. Ah, ouais, ils s'y connaissent très très bien. Ouais. Bon, réponse en décembre ? Elle s'est officialisée ? Non, avant. Vers le 12-15 novembre, un truc comme ça, on fera la révélation totale. Bon. C'est à partir de... Il faut le temps que l'éleveur intègre bien, que ça va être lui, voilà. Que ça va être compliqué. Exactement, ouais. Bon, et ben nous, on va patienter alors, en attendant. Et alors justement, où c'est qu'on peut vous contacter ? Où c'est qu'on peut suivre l'actualité du salon ? Alors, on peut suivre très classiquement sur notre site internet. Sinon, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur LinkedIn. On a une hotline, on a une hotmail. Je crois que j'ai oublié un réseau social, Twitter évidemment, Twitter. Merci Camille. Voilà, et puis je pense que donc à partir du moment où on aura fait la révélation totale, ce qu'on appelle la révélation de l'égérie, à partir du 15 novembre, on sera régulièrement dans des émissions de télé, de radio, etc., quoi. Et on est en train de faire un podcast et on voudrait sortir quelques podcasts spécifiques pendant le salon, donc on est en train génial. Ouais, bon, de travailler. On vous tiendra au courant.
Très bien. Et puis en attendant, rendez-vous le 26 février 2022. Du coup, on se verra là-bas. Exactement, jusqu'au 6 mars. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci Valérie, à bientôt. Merci Louise. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.